Alors, la dernière fois, donc, on s'était arrêté sur cette partie présentation des éléments finis, en rentrant un petit peu dans le dur, hein. On s'était arrêté sur finalement la forme faible qui avait été complètement développée pour se retrouver finalement uniquement ici sous forme d'un système linéaire à résoudre. Donc, on a n plus une équation pour j qui va de 0 à n. Et pour ces n plus une équation, eh bien, on a en fait des termes qui sont additionnés. Donc, on a des colonnes. Ça, c'est i qui va de 0 à n. Ça, c'est l'indice des colonnes. Et on a a de phi j de x, phi i de x fois pi qui est égal à l de phi j de x. On doit inverser ce système pour le résoudre et ça va nous permettre de trouver pi. Les pays ici, en fait, c'est ce qu'on a noté. Ça, tout ça, ce sont nos inconnus au nœud. Voilà. Donc ici, on n'a qu'une inconnue par nœud, donc on n'a en fait qu'un seul degré de liberté. Donc on peut confondre le nombre de degrés de liberté et le nombre de nœuds. Au niveau de la convention de nommage, on a appelé grand R, la matrice grand R, en fait, qui a pour composante R et J les A de phi J, phi I. Le vecteur des inconnus, on l'a appelé PJ, et le second membre, on l'a appelé LI. Le R, en fait, à la fin, j'avais terminé en vous disant que c'était, on l'appelait R parce que c'était la notation mécanicienne. Ça correspond en fait à la raideur du système. Le L correspond aux efforts externes. Et en général, le P, ça peut être des déplacements ou des déformations. OK. Donc maintenant, on en vient à cette partie-là du TD. Donc on continue et on va regarder maintenant comment on va calculer cette fameuse matrice de rigidité, cette matrice R. Donc là, on va voir les techniques de calcul de R. Le petit rappel que j'ai mis juste au-dessus, là, je vais l'utiliser à un moment donné pour l'exercice, donc c'est pour ça que je l'ai posé là. On l'utilisera quand on va rentrer en fait dans l'énoncé du TD. Donc, les techniques de calcul de R, la première chose qui pourrait venir à l'idée, c'est de dire, bon, bah ça, on va le calculer, par exemple, alors, simplement en calculant terme à terme. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, R, si je le décompose correctement, bah, c'est une matrice qui a de n plus une ligne par n plus une colonne. Donc, je vous rappelle que dans ma dénomination, n plus 1, c'est le nombre de nœuds. Alors, très concrètement, en réalité, c'est le nombre de DDL, degrés de liberté par nœud, multiplié par le nombre de nœuds. Alors, encore une fois, dans cet exercice, comme il n'y a qu'un DDL par nœud, ce nombre-là, il est égal au nombre de nœuds directement. D'accord. Donc, ce R ici, cette matrice R, si j'écris ses premières composantes, là, il y a un premier terme qui va être A de phi 0, phi 0. Là, je vais avoir A de phi 1, phi 0. Donc, vous voyez que par rapport à d'habitude, en fait, mes lignes et mes colonnes sont inversées, mais c'est normal. Et là, j'ai, oui, Qu'est-ce qu'il y a écrit DDL par nœud fois DDL par nœud fois nombre de nœuds. Ok, d'accord, merci. Ouais, à la fin, le nœud, là, j'ai pas pu bien l'écrire parce que je suis au bord de l'iPad, en fait. Ensuite, là, j'ai A de phi 2, phi 0, et puis je continue pour arriver jusqu'à A de phi n, phi 0. Et donc, j'ai bien n plus 1 élément parce que, en fait, je suis parti de 0. Ensuite, sur la ligne d'en dessous, je vais avoir A de phi 0, phi 1, A de phi 1, phi 1, A de phi 2, phi 1, et puis comme ça jusqu'à A de phi n, phi 1. Voilà ma deuxième ligne. Bon, je ne vais pas tous les écrire, bien sûr. Et là, j'ai A de phi 0, phi n, A
de... Qu'est-ce que j'ai après? Là, j'ai phi 1, phi n. A de phi 2, phi n. Bon, vous avez compris le principe. Et là, j'ai A de phi n, phi n. Voilà. Donc, ma matrice R, c'est tout ça. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, première méthode, on prend tous les termes et on les calcule. On calcule donc tous les termes un par un. À votre avis, est-ce que c'est intéressant ou pas de faire ça? Est-ce que vous voyez un truc pas très intéressant à faire en fait dans cette chose-là? Si vous reprenez donc les fonctions phi que je vous ai dessinées la dernière fois. Il y en a beaucoup qui vont être nuls, non? Donc, ouais, tout à fait, il y en a beaucoup. Ça en fait, de faire des calculs pour rien. En fait, ouais, c'est une perte de temps. Hein. Effectivement. Donne-moi un exemple d'un terme qui est nul, par exemple. A phi 2, phi 0, non? Ouais, par exemple, là, phi 2, phi 0 est nul, par exemple. En fait, à partir du moment où ils sont éloignés de plus de 2 indices, bah, ils sont nuls. Donc, du coup, ici, effectivement, on n'a plus de 2 indices, mais on a 3, ça va de 0 à 2. Donc, du coup, effectivement, bah, le domaine va faire que les fonctions vont être nulles, en fait, sur le domaine. Donc, le A en question va donner 0 à la fin, même si c'est une intégrale. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que les A de phi j, là, phi j, phi i, en réalité, c'est des intégrales de x0 à xn d'une quantité que je ne connais pas pour l'instant, que je vais appeler ij ici, dx. C'est un petit rappel là qui est important parce que pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que ça n'a pas d'intérêt du coup de calculer par exemple a de phi 2, phi 0. Bon, vous avez phi 3, phi 0, c'est pareil, phi n, phi 0, bah, ça c'est nul aussi. Donc en réalité, cette matrice comporte énormément de zéros. Donc tout ce qui est calcul de zéro, bah, ça vaut strictement pas le coup parce que vous allez perdre du temps en fait en faire ça. Alors il n'y a pas que ça en fait comme problème, c'est que les calculs ne sont pas homogènes. Alors ce qui n'est pas homogène dans le calcul, c'est en fait le domaine de l'intégrale. En fait, pour chaque terme, le domaine de l'intégrale peut changer. Alors, je m'explique, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous calculez A de phi 0, phi 0, ça, c'est l'intégrale de x0 à x1. C'est le domaine sur lequel est défini phi 0. Enfin, c'est le domaine sur lequel elle est non nulle, en fait. Donc ça, vous allez intégrer à 1, 0, ça, c'est les i et j dx. Ce truc-là, c'est quelque chose qui peut être soit la dérivée de phi, soit phi, enfin peu importe, c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer. Donc là, je suis sur le domaine x0, x1. Si maintenant je vais sur le domaine, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis là? Bah, phi 1, phi 0, par exemple, phi 1, phi 0, bah, de la même façon, je vais être sur le même domaine en fait. Je vais être sur x0 et x1. Voilà. Donc ça, c'est 1, 0. Et donc là, en fait, j'ai un domaine, vous voyez, il n'y a en fait qu'une unité entre mes deux indices d'abscisse. Par contre, donc là, en fait, le domaine, il faut que je le mette quand même ça. Dans le domaine, on a une unité d'abscisse là. Par contre, de différence. Hein. Par contre, si je calcule A, par exemple, de phi 1, phi 1, A de phi 1, phi 1, je vais aller de x0, mais à x2. Voilà. Et donc ça, effectivement, mon domaine est doublé, en fait.
pareil pour A de phi2, phi2. Je vais aller de x1 par exemple à x3. Donc là, le domaine est doublé. Donc, en fait, bon, on pourrait le faire, mais ça a plein de désavantages. Alors, la deuxième méthode qu'on va employer, qui est la meilleure méthode, méthode correcte, on va calculer ce qu'on appelle des matrices de raideur élémentaires. Des matrices de raideur élémentaires, donc élément par élément. Donc, élément par élément, on va calculer ces matrices de raideur. Alors, pourquoi on peut se permettre ça? Eh bien, si vous reprenez la définition, en fait, R et J, c'est l'intégrale entre x0 et xn de quelque chose ij, là, dx. Mais ce truc-là, en fait, c'est en réalité la somme pour mon élément, donc IE, je vais l'appeler IE, qui va de 0 à n-1, ça c'est mon nombre d'éléments, d'accord, de l'intégrale de xi à xi plus 1. Et là, j'ai un ij dx. C'est bon pour tout le monde? C'est-à-dire que soit je peux effectivement calculer mon RIJ en faisant l'intégrale sur tout le domaine, c'est ce que j'ai là, intégrale sur tout le domaine. Soit je le fais en intégrant simplement intégrale sur un élément du domaine. Et je somme tous les résultats de mes intégrales sur tous les éléments. Voilà, ça me donne exactement le même résultat. Donc, du coup, eh bien, cette intégrale-là, qui est ici, là, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un RIJ, mais il va être différent, on va le noter différemment, on va le noter petit RIJ. Ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de raideur élémentaire. C'est une matrice de raideur par élément, cette fois-ci. Alors, c'est élémentaire de l'élément ici, qui aura pour indice, en fait, IE plus 1, si je reprends ma dénomination. Du coup, on va noter petit r ij, pour rappeler qu'en fait, on est en train de faire le calcul avec phi j et phi i. En haut, on va noter le numéro de l'élément. Ça, c'est la petite matrice des raideurs élémentaires de l'élément i plus 1. C'est parce que je fais un bouclage de 0 à n-1, donc c'est pour ça. Donc, l'élément 1, en fait, il va entre 0 et 1. Voilà, tout simplement. Donc, ça, cette matrice de raideur élémentaire, c'est l'intégrale de xi à xi plus 1 de quelque chose. Donc, ça, c'est pour obtenir, en fait, mon terme A de phi j, phi i, dx. Donc, à la fin, finalement, eh bien, la seule chose qu'on aura à faire, une fois qu'on a calculé cette matrice élémentaire, eh bien, pour calculer le terme global, donc pour calculer R de IJ, eh bien, on va sommer ces matrices élémentaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assemblage de la matrice de raideur. Alors, faire ça à la main, ce n'est pas très intéressant. Par contre, le programmer, ça, c'est très intéressant et surtout, c'est totalement automatique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que les RIJ
si on reprend l'expression qu'on a juste au-dessus, c'est simplement la somme pour IE égale 0 à n-1 des petits r ij de I plus 1, de IE plus 1. J'aurais dû mettre I parce que là, je vais me trimballer des IE partout après. Ouais, je vais les appeler I, ce sera plus simple. Allez, voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Je crois que j'en ai pas oublié. Non, s'il y en a encore un là que j'ai laissé traîner. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'assemblage. Alors, il y a quelque chose que vous devez voir déjà là. Dans tout ce que je viens de faire là, j'ai absolument pas parlé de conditions limites au niveau de ma formulation faible. Donc, j'ai pas regardé comment prendre en compte les conditions limites. Ça, je vous le montrerai sur l'exemple du TD directement parce que les conditions limites vont donner en fait des, comment dire, sur le système linéaire à résoudre, ça va se traduire par des lignes dont qu'on va pas prendre en compte. Par exemple, là où on va imposer une des inconnues, ça c'est une condition limite de Dirichlet, eh bien on va en fait, par exemple, ne pas prendre en compte la ligne pour la résolution du système linéaire. C'est une des techniques, mais il y en a plein d'autres. Donc ces techniques-là, on les verra sur l'exemple directement du TD. Alors, ça, c'est donc si on calcule les matrices de Rader élémentaires, donc là, c'est toujours dans cette méthode-là. Hein. Donc les matrices de Rader élémentaires, on peut les calculer de deux façons. Première façon, c'est ce qu'on vient d'écrire là, alors sauf qu'on peut le noter peut-être de façon un peu plus simple. On va le noter en fait R alpha bêta, donc c'est l'intégrale de xi à xi plus 1 sur notre élément donc de quelque chose. Donc ça, je vous ai dit, c'est quelque chose en fait, dedans il peut y avoir du phi i plus alpha, il peut y avoir des dérivés. Il peut y avoir aussi des dérivés de cette quantité-là, voilà. Donc ça pourrait être aussi, ça pourrait comprendre des phi primes en fait de i plus alpha. Voilà, donc ça c'est, et puis ça comprend bien sûr aussi du phi j plus alpha plus bêta, pardon, et peut-être des dérivés phi j plus bêta. Ça c'est tout à fait possible. Bon, c'est pour ça que je mets des parenthèses, je mets rien dedans parce que ça dépend vraiment du problème qu'on est en train de résoudre. Et donc ça c'est le terme i plus alpha j plus bêta dx. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité pour faire ce calcul, c'est toujours de... Alors ça, c'est... J'ai oublié de mettre la Rader élémentaire de i plus 1, de l'élément i plus 1. On peut faire ce calcul-là, ce alpha bêta de i plus 1, toujours le même terme, hein, mais au lieu d'intégrer sur l'élément réel, donc ça c'est élément réel, on va intégrer sur l'élément de référence. Donc, ça va donner l'intégrale de moins 1 à plus 1, de toujours le même terme, hein, de tout ça là. Sauf que là, on ne va plus avoir de i qui va intervenir, donc on est simplement en alpha bêta. Comme on fait une intégrale sur l'élément de référence, c'est là où je retourne vous montrer ce qu'on avait écrit là. Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai la dérivée de la fonction de transformation taux qui intervient. J'ai le dx sur dx chapeau. Donc, je dois effectivement, du coup, mettre ce dx sur dx chapeau ici, fois dx chapeau. Et là, je vais, pour pouvoir intégrer, simplement intégrer, en fait, x chapeau entre moins 1 et 1. Donc là, la différence, c'est qu'ici, dans ce terme-là, je vais avoir, en fait, les phi chapeau de alpha. Éventuellement, je peux avoir des phi primes de alpha. Je peux avoir des phi bêta et puis des phi primes de bêta. Voilà, donc ça, ce sont les deux méthodes. Et là, c'est la méthode où on intègre sur l'élément de référence. Donc, bien sûr, c'est la méthode qu'on va préférer, puisque les calculs sur l'élément de référence sont faits une fois pour toutes. OK.
Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais vous montrer comment on positionne ces matrices de raideur élémentaire à l'intérieur de la grosse matrice RIJ. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. OK, ça marche. Donc ça, ce positionnement-là, c'est ce qu'on va faire informatiquement et c'est ça en fait qu'on appelle l'assemblage. Alors, on va donc faire une représentation schématisée de la matrice R. Vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît. Comme ça. Ah, merci. Alors, on va faire une représentation de cette grosse matrice de raideur globale. Hein. Ça, c'est la matrice de raideur globale. Et on va positionner où sont les éléments des petites matrices élémentaires de raideur. Donc, si vous regardez bien, en fait, le alpha va varier de 0 à 1 et le bêta va varier de 0 à 1. C'est parce que j'ai des éléments de type P1. Donc, je n'ai que 2 fonctions de forme, en fait, de mon élément de référence. Et donc, ça veut dire que mes matrices élémentaires, en fait, ce sont des matrices 4-4. Je ne l'ai pas mis là, mais à cause de ça, en fait, tout ça, ce sont des matrices 4-4. Pardon, 2-2. Voilà. 2-2. J'étais en train de me dire, il y a 4 termes, et je dis 4-4, mais en fait, non, c'est 2-2. Voilà. Et celle-là, c'est pareil, c'est une matrice 2-2. 2 par 2 éléments. Donc, il y a bien 4 éléments à l'intérieur de la matrice. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ce RIJ, du coup, ce que je vais mettre, c'est ici, là, sur cette ligne-là, je vais mettre en fait l'indice J. Et sur la colonne qui est là, je vais mettre l'indice J. I, pardon. Je vais y arriver. Ça, c'est l'indice I, ça, c'est l'indice J. Alors, on y va. Donc, on va faire ça. Voilà, un grand trait comme ça. Donc, ici, je reprends mon exemple où j'ai 4 éléments et où j'ai 5 nœuds. Ça. Donc ça, c'est mon nœud 1. Voilà, c'est mon nœud 0, pardon, donc c'est mon premier nœud. Ensuite, j'ai mon nœud 1, j'ai le nœud 2, le 3 et le 4. OK, donc mes éléments, ils sont où là-dedans? Ben, là, j'ai l'élément 1, là, j'ai l'élément 2, là, j'ai l'élément 3 et là, j'ai l'élément 4. Tout ça, c'est des numéros d'éléments. Je vais retrouver en fait la même chose, cette fois-ci pour 0, donc ça c'est mon nœud 0, mon nœud 1, mon nœud 2 et mon nœud 3 et mon nœud 4. Ce trait-là, il faut que je l'emmène un peu plus loin. De la même façon, je vais avoir ici mon élément 1, l'élément 2, mon élément 3 et mon élément 4. Le terme qui est donc ici, là, ça c'est le terme qui va s'appeler petit r 0, 0, 1. Le 1 correspond au numéro de l'élément, en fait. Hein. C'est 1 plus 0, donc c'est le numéro de mon élément. C'est le même numéro, je vais le mettre ici comme ça. C'est ce 1 là, c'est celui qui est là. Ça, c'est mon terme, en fait, en R0, 0 de l'élément 1. C'est mon élément de ma matrice de raideur élémentaire. Ici, là, je vais avoir la matrice élémentaire R0, 1, toujours de l'élément 1. Tout ça, en fait, c'est la matrice élémentaire de l'élément 1. Bon, vous avez compris le principe, je pense. Hein. Au nœud 2, là, je vais avoir R1 toujours de 0, 1. Et là, je vais avoir R1 de 1, 1.
Donc, je remets juste pour cet élément-là pour que vous soyez bien clair. Voilà, ça, en fait, c'est en vert parce que ça représente en fait l'élément 1. Donc, ma matrice élémentaire de mon élément 1, elle est là. Vous savez, ces 4 termes-là, ici. OK. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, je vais écrire la matrice élémentaire de l'élément 2, cette fois-ci. Donc, je crois que je n'ai pas pris à cette place. Ça va être un peu le bazar. Je vais avoir du mal à écrire là. Bon, c'est pas grave. Je vais me décaler un petit peu. Alors, ce que je vais faire, je vais changer de couleur pour que vous puissiez bien voir ma matrice élémentaire de l'élément 2. Donc, l'élément 2, voilà, je vais l'écrire en rouge, ma matrice élémentaire. Donc, elle commence forcément donc, avec le nœud 1, puisque mon élément 2, il va entre le nœud 1 et le nœud 3. Ça, c'est mon élément 2. Entre le nœud 1 pardon, et le nœud 2. Donc ici, ma matrice élémentaire, le terme qui devrait être là, ben en fait, il est au même endroit que... En fait, c'est ça qu'il faut que je décale. Il est au même endroit que ce terme-là, puisqu'il concerne en réalité le nœud 1. Allez, décidément. Allez. Je vais le décaler un tout petit peu, celui-là. Voilà. Ça me permettra d'écrire mon autre élément. Et donc là, en fait, je vais avoir un R 0, 0 de l'élément 2. OK, et donc ça, il va falloir que je l'additionne ici avec cette composante de ma matrice élémentaire. Ensuite, je vais avoir, pour toujours mon élément 2, je vais avoir R de 1, 0. Les 0, 0, 1, 0, en fait, c'est alpha, bêta, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est mon élément 2. Ici, je vais avoir, donc pareil, pour mon nœud, cette fois-ci, pour mon nœud 2, donc il faut que je me décale un peu vers le bas, eh bien, je vais avoir R01 de l'élément 2. Et là, je vais avoir R11 de l'élément 2. Là, voilà, ma matrice élémentaire de l'élément 2, elle est ici, en rouge. Et vous voyez que l'élément 2, comme il partage le nœud 1 avec l'élément 1, eh bien, je retrouve un bout de ma matrice élémentaire de l'élément 1 qui est R111 et un bout de la matrice élémentaire de l'élément 2 qui est R002. Voilà en fait l'assemblage qui va intervenir. Alors bien sûr, après, on fait ça pour le reste. Hein. Alors, comme tout à l'heure, ce truc-là, je vais le déplacer légèrement pour avoir un peu plus de place. Pour mettre ça pour mon nœud 2. Après, je retracerai des traits à peu près bien. Et je vais faire ça maintenant pour mon élément 3. Donc, mon élément 3, je vais l'écrire en vert. Donc, mon élément 3, ben, sur ce terme-là, comme il partage le nœud 2 avec l'élément 2, là, je vais avoir un plus R de 3, 3. OK. Et là, je vais avoir un R. J'écris n'importe quoi. On va me laisser faire des trucs comme ça. Hein. C'est pas R de 3, 3, c'est R de 0, 0 de l'élément 3. Et ensuite, je vais avoir un R1, 0 de l'élément 3, qui correspond donc au nœud 3. Ici, en face du nœud 3, j'ai un R 0, 1, 2, 3. Et là, j'ai un R 1, 1, 2, 3. Voilà. Et ça, c'est ma matrice élémentaire de mon élément 3. OK. Et il me reste juste un dernier. Alors, l'élément 3, donc, alors, celui-là, je l'ai fait tout vert. Hein. Je ne l'ai pas fait panaché vert et blanc, donc il est tout vert. Et puis, je vais en faire un tout bleu, par exemple. Ça va être l'élément 4. Et l'élément 4, eh bien, de la même façon,
Donc, comme il partage le nœud 3 avec l'élément 3, je vais avoir un plus R 0, 0 de 4 ici. Et en face du nœud 4, je vais avoir un R1, 0 de 4. Ici, un R0, 1 de 4. Et ici, un R1, 1 de 4. Et voilà ma matrice élémentaire de l'élément numéro 4. Tout le reste, alors je ne l'écris pas, mais tout le reste, en fait, tous les autres termes, en fait, tout ce qu'il y a là, ça vaut 0. Tout ce qu'il y a là, ça vaut 0. Donc, c'est pour ça que cette matrice de Rader globale, on dit souvent que c'est une matrice bande. Donc là, ici, c'est assez simple parce qu'on n'a qu'un seul degré de liberté. Donc, on voit que la bande, elle est très facile à calculer. Lorsqu'on est en 2 ou 3 dimensions et qu'on a plusieurs degrés de liberté par nœud, ce qui est le cas de la plupart des éléments finis, voilà, la matrice bande, la bande est un petit peu plus difficile à calculer, mais l'assemblage se fait de manière automatique, exactement comme on vient de le faire là. Donc, si je reprends par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure, mes matrices élémentaires, si je les redéfinis complètement, eh bien, j'ai R de l'élément 1, alpha, bêta, qui vaut, je vais le faire que pour celle-là, R0, 1, R1, 0, 1, et R0, 1, et R1, 1, 2, 1. Voilà, ça, par exemple, c'est ma matrice élémentaire de Rader. C'est celle que vous retrouvez ici. Mais sauf que je n'ai pas le terme, en fait, R00 de l'élément 2, puisque ça fait partie de la matrice élémentaire de l'élément 2. Donc voilà, le fait que les éléments partagent des nœuds et que les fonctions de forme sont au nœud, eh bien forcément, je vais avoir des sommations à faire, en fait, pour chaque nœud, sauf les deux nœuds d'extrémité. Donc, vous voyez, c'est en ça que je disais que les domaines n'étaient pas équivalents, en fait, suivant les nœuds que vous êtes en train de considérer. C'est pour ça qu'on préfère, en fait, faire le calcul avec les matrices élémentaires et ensuite sommer ces matrices élémentaires dans le cadre de l'assemblage. Ce n'est pas vraiment une somme au sens qu'on l'entend, hein, puisque vous voyez que si je sommais tous mes éléments, bah, j'aurais à la fin qu'une matrice 4-4, hein, 4-4, mais c'est qu'en plus, je me déplace pour faire cette sommation. Voilà pourquoi j'obtiens une matrice n plus 1, n plus 1 à la fin. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou tout vous paraît très clair? Alors, soit je pense qu'il nous faut le TD, parce que là, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de poser des questions sans voir un peu où ça nous amène. D'accord, tu veux dire il faut un exemple, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, genre, quand on va travailler sur le TD, ça sera un peu plus parlant, je pense. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mais le principe qu'on va mettre en œuvre, c'est exactement celui-là. Donc, il y a un moment donné, dans le TD, on va vous dire, bah, faites l'assemblage. Bah, voilà. En fait, grosso modo, le TD, hein, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. On va vous dire, faites le calcul des matrices de Rader élémentaires, faites l'assemblage global, et ensuite, vous allez programmer ça sur MATLAB, et vous allez résoudre tout simplement le système, puisque une fois que vous avez R, alors il faut aussi en réalité calculer le second membre, hein, le L, mais une fois que vous avez fait ça, ben, vous n'avez plus qu'à inverser R et multiplier par L et vous obtenez le résultat qui vous intéresse. À quelques petits détails près, c'est qu'on n'a pas encore pris les conditions limites de Dirichlet. OK, avant d'attaquer le TD, parce que ce TD, en fait, est extrêmement long, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'énoncé est assez court, mais le TD est très long parce qu'on vous fait faire 2 fois le TD. On vous le fait faire une fois avec des éléments P1. C'est tout ce qu'on vient de faire hein, depuis la semaine dernière, plus ce qu'on vient de faire là. Tout ça, ce sont avec des éléments P1. Alors, l'assemblage avec les éléments P2, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est le même principe, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais sinon, bah, c'est à peu près pareil. C'est un peu plus compliqué parce que vous n'allez pas avoir, avec les éléments P2, vous n'allez pas avoir en fait que 2 fonctions de forme par élément, mais vous allez en avoir 3. Donc, ça veut simplement dire que le alpha et le bêta ne va pas varier de 0 à 1, mais de 0 à 2. Vous allez avoir phi 0, phi 1 et phi 2.
Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, j'avais mis un grand 1, approximation quadratique par morceau avec des éléments P1. Et bien là, on va faire la même chose, mais on va s'appuyer beaucoup sur ce qu'on a déjà fait, hein, parce que sinon, ça serait trop long. Donc, on va faire la même type d'approximation, mais cette fois-ci, ça va être une approximation quadratique. Donc, toujours par morceau, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle des éléments Lagrange type P2. Alors, la dernière fois, c'était l'IP1, voilà. Donc là, la différence, donc on va approcher toujours par morceau, mais les polynômes sont de degré 2. Les polynômes utilisés sont de degré 2, au lieu d'être de degré 1. Voilà. Donc du coup, si vous regardez bien, par 2 points, vous pouvez faire passer une droite, donc un polynôme de degré 1. Mais par contre, un polynôme de degré 2, vous allez être obligé, donc il faut forcément avoir 3 nœuds, en fait. Il faut avoir 3 nœuds par élément. Donc, 3 nœuds par élément pour pouvoir faire cette interpolation. Alors, le choix qui est fait dans les codes d'éléments finis, eh bien, c'est pas de dire bon, ben, on va dire qu'un élément il est plus entre 2 nœuds, mais entre 3 nœuds, donc il englobera un des nœuds qui a été défini dans le maillage. Non, en fait, dans les codes d'éléments finis, ce qui est fait de manière automatique, ça permet de ne pas remailler finalement entre le changement de type d'élément, c'est-à-dire si on prend des P1 ou des P2, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des nœuds fictifs qui s'appellent des nœuds de travail. En fait, ce sont des nœuds internes à l'élément, de façon à pouvoir donc faire nos calculs d'approximation. Alors, je vais vous refaire exactement la même courbe que j'avais déjà faite la dernière fois. Donc, ma solution que je cherche, elle est de ce type-là, c'est-à-dire que ici, en fait, je vais afficher pH de x, là. Ça, c'est ma solution approchée par morceau. Donc là, j'étais en x0 ici, voilà. Et puis là, j'allais un peu plus loin. Et ça, c'est mon axe des x. OK. Ensuite, la fonction que je cherche, donc la fonction, on va dire, solution. C'était une fonction que j'avais dessinée à peu près comme ça, voilà. Alors, je ne sais pas du tout si c'est ça, hein, bien sûr, la fonction solution. Et ça, c'est ma vraie fonction, en fait, pH de x, hein, celle-là. Ce truc-là, ça, c'est ce que j'ai appelé pH de x. Elle ressemblait à peu près à ça. Pour vous placer, j'avais mis à peu près un nœud ici, là, voilà. J'en avais mis un autre à peu près par là. Et puis, j'en avais mis un là. Et puis, c'était tout. Puis, il y en avait un à la fin ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'était les nœuds que j'avais la dernière fois. Mais on ne va pas les numéroter de la même façon. On va rajouter des nœuds intermédiaires. C'est-à-dire que mon élément va toujours être d'ici à là. Ça, c'est un élément. Mais je vais rajouter un nœud interne au milieu, voilà, pour chaque élément. Du coup, ma numérotation de nœuds va changer, ce qui veut dire que ici, en fait, je vais avoir le nœud interne x1, et là, je vais avoir le nœud donné par ma géométrie qui s'appelle x2. Là, j'ai x3, là, j'ai x4, x5, x6, x7, et là, x8. Donc là, en fait, ça, c'est ce que je vais appeler n, comme la dernière fois. Donc là, j'ai l'élément 1. Ici, de là à là, j'ai l'élément 2. De là à là, j'ai l'élément 3. Et de là à là, j'ai l'élément 4. Donc, j'ai toujours que 4 éléments. Mais par contre, cette fois-ci, j'ai 9 nœuds qui vont de x0 à x8. OK. Donc, ici, que dire de plus? J'ai toujours la même chose, c'est-à-dire que ça,
ce sont mes éléments, mes valeurs frontières, donc x0. Donc, ça peut être, par exemple, des conditions de Dirichlet, ou peut-être des inconnus. Et là, c'est pareil, ça, c'est un élément frontière. Donc là, j'ai pH de x8. x8. Donc, tout ce qui est en rouge, comme ça, là, tout ça, ça, c'est mes nœuds internes. OK. Alors, si vous regardez bien, donc les nœuds internes, leurs indices, c'est des indices pairs. C'est des indices, tiens d'ailleurs, oui, c'est bizarre ce que je dis là. De type 2i, ça marche pas mon truc. Hein. C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas les nœuds internes. C'est pour ça que c'est faux. Les nœuds au bord des éléments. Voilà, c'est pour ça que c'était faux. Au bord des éléments, pardon, ils sont de type 2i. Ils sont pairs. Ils sont pairs. Donc, en fait, de type 2i. I va varier pour ces nœuds-là de 0 à n sur 2. Donc là, vous retrouvez le 4, en fait, si vous mettez n égale 8, vous retrouvez le 4 que j'avais quand j'étais avec des éléments type P1. Par contre, les nœuds internes, je vais y arriver, à chaque élément, hein, les nœuds internes à chaque élément, eux, leurs indices, ça va être des indices impairs qui vont être de type 2i plus 1. Et i, pour eux, varie de 0, pardon, à, cette fois-ci, n sur 2 moins 1. Donc, on a en réalité, dans notre maillage, il va y avoir n sur 2 éléments qui vont, les indices des éléments, ça varie de 1 à n sur 2. Donc, en fait, mes éléments, j'aurai l'élément 1 à 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc, exactement comme tout à l'heure. Donc, d'un point de vue des éléments, j'ai le même maillage. La seule chose qui change, c'est que je rajoute des nœuds internes à mes éléments. Du coup, ça ne change pas grand-chose finalement par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors, je vous ai quand même oublié un truc important, c'est que là, je vous ai tracé la fonction, mais je ne vous ai pas tracé en fait comment je vais interpoler cette fonction. Donc là, j'ai besoin vraiment de tous les nœuds pour faire l'interpolation. Donc, ça va être pareil, une interpolation, on va dire, par morceau. Donc, ça, c'est ma fonction interpolée. Donc, par exemple, ici, la première fonction, je vais la faire passer par ces 3 nœuds et je vais faire une parabole qui passe par ces 3 nœuds. Enfin, qui essaye de passer par ces 3 nœuds. Voilà. Donc là, j'ai un premier morceau de ma fonction qui va essayer donc, de faire une parabole par ces 3 nœuds. Donc ça, c'est une parabole en fait. Hein. Et puis ensuite, alors, vous voyez là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir que j'interpole en fait le morceau de ma courbe entre le nœud x2 et x4 par une parabole. Donc là, ça va ressembler plutôt à quelque chose comme ça. Voilà, donc là, je ne vais pas être... déjà, bon, vous voyez que je suis continu en déplacement, mais la dérivée ne sera pas continue. Je suis C0, là, il n'y a pas de souci. Et donc là, je passe par ce point-là et ce point-là. C'est aussi un segment, enfin un morceau de parabole. Et ainsi de suite, à chaque fois, en fait, je vais essayer de faire passer une parabole. Voilà, ça va ressembler un petit peu à ça ici. Et là, ça ressemblera à ça sur le dernier segment. Donc là, je n'ai plus des droites, mais j'ai des paraboles, les unes derrière les autres. OK. Chaque élément, en fait, je vais pouvoir approcher ma fonction par une parabole sur chaque élément. OK. Donc, ce que j'étais en train de dire, bien sûr, ça ne change rien en fait d'un point de vue de notre problème. Hein. On a toujours la même chose au niveau de l'interpolation.
on a toujours en fait pH de x qui va être égal à une somme pour i égale 0 à n, c'est mon nombre nœud, de pH de xi, phi i de x. N'oubliez pas que ça, c'est mes inconnus ou degré de liberté. Degré de liberté. Ça s'appelle aussi des DDL. Degré de liberté. Donc la différence, c'est après, non, tout ce qui est identique, c'est que par exemple, on a aussi encore, bien sûr, phi i de xj qui est égal à delta ij. Sauf que entre les xi et les xj, je vais avoir les i et les i plus 1, par exemple, je vais avoir des paraboles au lieu d'avoir des droites. Et j'ai encore la partition d'unité, c'est-à-dire que si je fais la somme pour un x donné, en fait, de phi i de x, je vais toujours avoir 1, c'est-à-dire j'ai toujours une partition d'unité, quel que soit x sur mon domaine. Mais la seule différence, en fait, c'est que les phi i de x sont des formes quadratiques. Sont de forme quadratique. C'est la seule différence. Alors, elles sont de forme quadratique, mais uniquement sur l'élément en question. Sur le nœud en question, pardon. Pas sur l'élément, sur le nœud en question. Sinon, en dehors de ce nœud-là, c'est ce qui est écrit là, en fait. Si elles sont en dehors de ce nœud-là, elles sont forcément nulles. Alors, du coup, la partie des fonctions de forme qui est non nulle sur l'élément, je vais écrire en fait ce qu'elles valent. Et puis après, je vais les tracer. Je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, je les ai tracés, et puis après, je vous ai donné leur expression. Et donc là, en fait, on peut faire les deux, en fait. C'est assez rigolo de faire les deux. Ouais, on va faire les deux. Oui, vas-y, je t'écoute. Vous pourriez repasser sur le nombre de nœuds au bord des éléments, là, réexpliquer rapidement. Je n'ai pas compris pourquoi, comment on arrive de i égale 0 à n sur 2 moins 1 et tout ça. D'accord. Donc, on était ici. Donc, les nœuds au bord des éléments. Donc, si je les reprends, on a x0, x2, x4, x6 et x8. Donc, tu vois qu'ils sont tous pairs, en fait. C'est numéro de nœuds. Et donc, en fait, ils sont de type 2i, en fait. Si on a i qui varie de 0 à n sur 2, ils sont de type 2i. Ok. Ça marche? Ils sont tous pairs, en fait. Ouais, Et les nœuds internes sont tous impairs. C'est tout ce que ça voulait dire, en fait. C'est peut-être très compliqué pour pas grand-chose. Ouais, ok. Et donc, les nœuds impairs, effectivement, c'est 1, 3, 5, 7. Donc, eux, ils sont tous impairs. Ça n'a pas trop d'importance ce que j'ai dit là, en fait. C'était simplement pour vous recaler avec le schéma. Ça va? Ok, merci. Alors, ok. Donc, on y va. Donc, maintenant, tiens, je vais le faire à l'envers. Ouais, je vais d'abord faire les petits schémas et puis on va faire ça directement, entre autres, même sur l'élément de référence. Comme ça, ensuite, on reviendra sur les fonctions de forme de l'élément réel. Alors, sur l'élément de référence, hop, donc, je vais tracer ces fonctions de forme sur l'élément de référence. Alors, l'élément de référence, lui, ses abscisses, elles vont de -1 à +1. Je vais passer par 0 ici. Ensuite, comme l'autre, hop, ça, c'est la valeur 1, c'est l'unité. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et là, hop, on y va. Et donc ici, je vous ai dit que contrairement aux éléments linéaires, ici, je vais être obligé d'avoir 3 fonctions de forme par nœud pour pouvoir intégrer l'intégralité par élément, pardon, pour pouvoir avoir l'intégralité de tout. Donc la première, c'est une parabole qui va passer par ce nœud-là. Elle doit passer par le troisième nœud.
et elle doit passer par celui-ci. Donc, il n'y a pas bien le choix, en fait. Hein. Si j'ai ça, je vais avoir une parabole qui va faire à peu près ça. Voilà. Et ça va être ce qu'on va appeler phi chapeau de 0 de x chapeau. Je vous rappelle que ça, c'est les x chapeaux qui sont là. Hein. Ça, c'est les axes des x chapeaux. Donc là, j'ai mon changement de variable qui a déjà été fait. Ça, c'est ma première. La deuxième qui est évidente, mais on ne l'appelle pas la deuxième, c'est plutôt la troisième, c'est la symétrie, en fait, de celle-ci. Donc, on va passer par ce nœud-là, celui-là et celui-ci. Et on va trouver... Oula, ça a dégénéré, là. Hop là. Je vais refaire ça comme il faut. Et on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. C'est exactement le symétrie. Ça ne se voit pas trop sur mon dessin. Hein. Et ça, celle-là, ça va être phi de chapeau de x chapeau. Et donc, la troisième, c'est celle qui passe par ce nœud-là, ce point-là et celui-ci. Et donc, c'est celle-ci. Donc là, pour le coup, c'est la seule qui est supposée pure et c'est horrible ce que je dessine. On recommence. C'est la seule qui est vraiment, on voit vraiment que c'est une parabole, puisqu'elle est centrée en 0. Décidément, je crois que je ne vais pas y arriver. Hein. Bon, croyez-moi, c'est une parabole. Hein. Il faut me croire sur parole. Et ça, c'est phi 1 de x chapeau. Voilà, donc ça, en fait, ce sont des fonctions de forme sur l'élément de référence. Alors, si je cherche maintenant, alors si vous regardez bien, c'est comme d'habitude, hein, je ne vous l'ai pas mis, mais si vous prenez sur l'élément de référence au lieu de l'élément réel, mais ça n'a pas d'importance, si vous sommez en fait ces trois valeurs-là, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, eh bien, en fait, donc là, ici, vous avez phi 0 chapeau de x chapeau plus phi 1 chapeau de x chapeau plus phi 2 chapeau de x chapeau. Forcément, la partition de l'unité fait que vous avez 1. Oui. Comment on fait pour savoir que les paraboles ont cette forme-là? Par exemple, ouais. Parce que, en fait, à cause justement de la partition de l'unité, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai mes deux paraboles qui passent là, ici, tu vois, par ce nœud-là, la rouge et la bleue, l'autre n'a pas le choix, elle est obligée de passer par ce point-là. En fait, tout dépend de la première parabole qu'on passe, en fait, c'est ça? Non, encore une fois, même la première, si je veux regarder, alors donc je sais que par exemple, toutes mes paraboles, j'en ai au moins deux qui passent par ce point-là. Et puis donc forcément, la troisième, elle passe par celui-là. Ensuite, si tu prends ce point-là, le ok, premier... voilà, parce que je ne voyais pas à quel point vous... Ah, pardon. Là, j'étais en train de montrer celui-ci. Et okay. Je disais, là, comme j'ai deux paraboles qui passent par 0, bah, l'autre, à cause de la partition de l'unité, il faut qu'elle passe par le point 1. Ensuite, si je prends par exemple le début, là j'ai choisi de faire passer ma première parabole par 1. Donc, ça veut dire que les autres, si j'ai la partition de l'unité, bah, elles passent par 0. Donc, elles passent par ce point-là. En fait, je suis obligé de passer par ces points-là, hein, par tous ces points-là, pour avoir ma partition de l'unité. Okay. Ça marche? Donc, là, ces fonctions de forme sur l'élément de référence, maintenant, on peut les donner d'un point de vue algébrique. Donc, ça, on va en avoir besoin pour faire nos calculs. Hein. Donc, phi de x chapeau pour un élément P2. Alors, en général, bon, ça dépend des DS, mais en général, on vous les donne, en fait, hein, les fonctions de forme. Quelquefois, on peut vous les faire retrouver sur un élément particulier. Mais c'est rare, parce que ça fait quand même des calculs un petit peu longs pour les retrouver. En fait, grosso modo, hein, pour les retrouver, vous dites là, j'ai une parabole qui passe par ce point, ce point, ce point. Vous écrivez que votre parabole, c'est AX carré plus BX plus C. Et en faisant passer par ces trois points-là, bah, vous allez avoir tout simplement ce que je suis en train de vous écrire. Et ensuite, vous avez phi chapeau de 1 de x chapeau qui va être égal à x chapeau plus 1 facteur de 1 moins x chapeau. Et le phi 2, votre dernière parabole de x chapeau, ça va être x chapeau facteur de x chapeau plus 1 sur 2.
Voilà, ça, c'est vos 3 fonctions de forme de l'élément de référence. Si on regarde ces mêmes fonctions sur un élément réel, donc sur l'élément réel, je ne vais pas refaire le dessin par contre. Sur l'élément réel, à ce moment-là, ces 3 fonctions. Alors, c'est un élément qui est compris entre quoi et quoi? Si je reprends ma définition, hein. Donc, il est entre x 2i et x, je vais y arriver, 2i plus 2. Ça colle, ça? Si, par exemple, je prends i égale 1, donc i égale 1, si je reprends mon schéma, il est compris entre x2, i égale 1, ça fait bien x2, et normalement, x2i 2 fois 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Donc, mon élément 2, pardon, excusez-moi, il est compris entre x2 et x4. Donc, en réalité, là, c'est l'élément 1. Non, c'est l'élément i plus 1, pardon. Mon élément i plus 1, il est compris entre x2i et x2i plus 2. Ça va pour tout le monde? Donc là, ces fonctions de forme, cette fois-ci, elles vont s'écrire phi de 2i de x. Ça va être égal à, là, ça devient un petit peu plus compliqué, hein, x moins x 2i plus 1 facteur de x moins x 2i plus 2, le tout divisé par x 2i moins x 2i plus 1, ça c'est mon nœud interne qui intervient, facteur de x 2i moins x 2i plus 2. Alors, comme d'habitude, là, ce que je vais faire, c'est que je te laisse la parole après, juste après. Je vous remets en fait où se trouve vraiment mon paramètre, mon inconnu en fait, de ma fonction. Le reste, ce ne sont pas des inconnus, hein, c'est des choses qui sont données par le maillage, le reste. Oui, j'écoute. Ouais, j'ai pas compris sur l'élément réel, élément i plus 1. Et alors, on y retourne, on va reprendre un exemple sur le schéma là. L'élément 2 qui est là, tu vois ici, cet élément 2, il est entre le nœud x2 et x4. Ouais. OK. Donc, l'élément 2, c'est pour i égale 1. Ok, oui. Oui, bien ça. Okay. Donc, il est bien entre x 2 fois 1, 2, et x 2 fois 1, 2 plus 2, 4. Il est bien entre x2 et x4. Ça va? Ouais. En fait, quand j'ai i qui parcourt mes nœuds, de 0 à n sur 2, là, eh bien, en fait, mes éléments, eux, ils varient de i plus 1. Enfin, c'est l'élément i plus 1. C'est mon indice i, il parcourt les nœuds, et mon numéro d'élément, du coup, c'est i plus 1, dans ce cas-là. C'était comme la dernière fois, d'ailleurs. Hein. C'est déjà comme ça. Alors ensuite, la deuxième, ici, c'est celle qui s'appelle phi de i plus 1 de x. Ça, c'est x moins x de i, facteur de x moins x de i plus 2, divisé par x de i plus 1 moins x de i, facteur de x de i plus 1 moins x de i plus 2. Et la dernière fonction de forme, c'est 2i plus 2 de x, qui est égal à x moins x de i, facteur de x moins x de i plus 1, le tout divisé par x de i plus 2 moins x de i, facteur de x de i plus 2, moins x de i
plus 1. Bon, pas très simple à écrire tout ça. Et donc, comme d'habitude, hein, mon inconnue, elle est là, 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 et elle est là. Voilà, donc ça, ce sont les 3 fonctions de forme sur l'élément réel. Vous vous doutez bien qu'en fait, celle-ci m'intéresse peu, puisque la plupart du temps, je vais faire les calculs directement sur l'élément de référence. Alors, du coup, entre l'élément réel... Je n'ai pas compris. Le dénominateur du dernier terme, vous n'êtes pas trompé dans les indices? Le tout dernier terme. Oui, c'est possible. 2i plus 2 moins 2i et 2i plus 2 moins 2i plus 1. Là, c'est un 1, là. Ah, c'est un 1, ok. Oui, c'est moi qui ai mal écrit, en fait. Tout à fait. Alors, le mapping. Ça, c'est notre fameux changement de variable pour, donc sur l'élément qui est entre celui qu'on vient d'écrire, hein, entre 2i. Ah, pardon. Le mapping entre l'élément qui va de l'abscisse du nœud x, de l'abscisse x du nœud 2i à x 2i plus 1, plus 2, pardon. Donc, on va chercher la fonction taux, c'est x égale taux de x chapeau. Ça, en fait, c'est x 2i. Ça, c'est le premier nœud de mon élément. C'est un élément du bord, c'est un nœud du bord de l'élément. Donc, par phi chapeau 0 de x chapeau, plus le nœud milieu, 2i plus 1, ça c'est mon nœud milieu, phi 1 chapeau de x chapeau, plus x 2i plus 2, phi 2 chapeau de x chapeau. Voilà, donc je vous redis, hein, les phi 0, il est défini, chapeau, il est défini là. Tout ça, c'est tout défini ici. Hein. Donc là, ça, c'est mon mapping. Alors, en général, ce truc-là, pareil, hein, ce qu'on fait, c'est que on va dire que ça, c'est la même chose que la somme pour alpha égale 0 à 2. C'est là où vous apercevez que mes matrices élémentaires, elles ne vont pas avoir 4 termes, c'est-à-dire 2 fois 2, mais 9 termes, puisque là, je vais varier de 0 à 2, donc ça fait 3 fois 3 termes, donc elles auront en fait 9 termes à écrire. Donc, les matrices élémentaires sont nettement plus joufflues, on va dire. Et là, je peux en fait écrire ça sous cette forme, 2i plus alpha, de phi chapeau de alpha de x chapeau. Voilà, c'est une façon condensée d'écrire exactement la même chose. Si je développe en fait complètement l'expression que vous avez là, hein, celle-ci là, je vous donne le résultat tout développé, ça sert à rien de le rechercher. Ça c'est égal à x 2i moins 2 fois x 2i plus 1 plus x 2i plus 2, le tout facteur de x chapeau carré sur 2, plus x 2i plus 2 moins x 2i facteur de x chapeau sur 2. Je fasse mon chapeau comme il faut. Voilà. Et vous avez un terme constant, c'est normal, plus x 2i plus 1. Voilà. Donc, en fait, mon taux de x chapeau, c'est une fonction quadratique qui me permet donc de passer de x chapeau à x. Là, j'ai rien fait de particulier, hormis tout développer, en fait. Hein. Si vous regardez maintenant, parce qu'on va en avoir besoin, la dérivée de cette fonction, taux de x chapeau, donc vous écrivez en fait d rond taux de x chapeau par rapport à x chapeau. Eh bien, grâce au développement que je viens de faire là, vous allez trouver que ça vaut... tiens, c'est bizarre ça, j'ai un truc bizarre. Non, c'est normal, je dérive. Non, c'est juste. Je vais éviter de tout réécrire. Donc, j'ai ce terme-là. Oula. Ce terme-là. Hop, 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 hop. Cliquez. Et lui, il va venir là. Et il va être facteur de x chapeau, tout simplement.
Et je vais rajouter, en fait, plus 1/2 du terme qui est juste à côté, c'est-à-dire x2i plus 2 moins x2i. Voilà. Donc, ma dérivée, c'est une droite, normal, puisque j'étais sur une parabole, donc ma dérivée, c'est une droite. Alors, si on... C'est ce qu'on va faire en fait dans l'exercice, donc je vous fais une petite remarque. Hein. Si le maillage est régulier, c'est-à-dire que tous les nœuds sont espacés de la même distance. Donc ici, par exemple, en fait, du coup, ça veut dire que les éléments ont tous la même longueur. Donc, quand on fait des calculs à la main, on prend souvent des maillages dits réguliers, parce que sinon, les calculs sont vraiment trop compliqués. Donc, cette longueur, en fait, on va la nommer H. Eh bien, à ce moment-là, la dérivée de taux de X chapeau sur X chapeau, c'est directement égal à H sur 2. Monsieur, le x de 2i plus 1 qui est un peu égaré, il va où? Il va dans le taux de x ou? Celui-là, là, le plus là, qui est là, c'est ça? Je Celui vois que pas ce que vous j'efface me là? montrez. Attends, je viens de l'effacer là, le plus. Il va là en fait. Ah non, 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 c'est celui qui est juste au-dessus de dérivé de taux. Ah, ouais, pareil. En fait, j'aurais dû faire comme ça et comme ça, je peux l'enlever Ok, là. ok. Mais ouais, il est là en fait. Ouais, tout à fait. J'avais plus de place en fait. En fait, si j'ai peut-être encore un petit peu de la place pour le remettre là, ce serait plus propre. J'essaye. X2i plus 1. Voilà. Et du coup, je peux l'enlever d'ici. Oui, c'était dans le taux de X chapeau, tout à fait. Alors, par contre, là, j'ai un truc un peu bizarre que je ne comprends pas. Ah, si, ça y est, j'ai compris. Bah oui, parce qu'en fait, si vous regardez bien, le terme qui est devant le X chapeau, il s'annule si j'ai un maillage régulier. Donc, il ne me reste plus que le terme qui est ici, là, qui est 1/2 de X2i plus 2 moins X2i. Et ça, c'est ma longueur d'élément. Donc, ça fait bien H sur 2. Oui, j'étais en train de me dire où est passé le terme devant le X chapeau, mais en fait, il est nul. Donc, ma dérivée, en fait, est très, très simple lorsque j'ai un maillage régulier. Donc, ensuite, les matrices élémentaires de rigidité se calculent comme pour les éléments P1. Voilà. Donc, ça veut dire que mon R alpha bêta de mon élément I plus 1, eh bien, ça va être l'intégrale de moins 1 à plus 1. Donc, de mon terme qui comprend des tas de choses. Hein, voilà. Ça dépend de mon problème. Le terme qu'il y a là-dedans, en fait, je ne peux pas l'écrire parce que ça dépend du problème, en fait. Du problème à résoudre. Donc après, c'est ça qu'on va calculer de manière pratique tout à l'heure. Hein. Et puis là, comme c'est une intégrale, de la même façon, je suis obligé de faire intervenir la dérivée de x par rapport à x chapeau, parce que là, j'ai changé de variable des x chapeau. Donc ça, en fait, ça, c'est justement ce que je viens de calculer. C'est d de tx chapeau sur dx chapeau. C'est la même chose. Hein. La seule différence, c'est que, en fait, alpha, bêta, ici, ils vont varier de 0 à 2 au lieu de 0 à 1. Voilà. Et en ce qui concerne l'assemblage de la matrice de rigidité, ça se fait exactement comme pour les éléments P1. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, on n'a pas apporté beaucoup de choses sur cette partie-là par rapport aux éléments P1.
Alors après, est-ce que vous avez possibilité d'avoir d'autres types d'éléments? En général, on s'arrête au P2 sur les éléments. Donc, par exemple, vous prenez sur Abacus, vous avez la possibilité d'avoir systématiquement des éléments linéaires, donc des P1, ou systématiquement des éléments quadratiques. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on résout le problème. Ok, donc là je vais démarrer l'exercice 2. Je ne suis pas sûr de pouvoir le finir en 20 minutes, hein. Donc ça va être un petit peu chaud, mais ce n'est pas le but, hein. Je n'ai pas envie de particulièrement me presser parce que c'est quand même la première fois que vous allez résoudre un problème avec la méthode des éléments finis. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à digérer. C'est pas si simple. Il faut bien reprendre le cours précédent et le TD précédent et celui-ci là, jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de là, si vous maîtrisez complètement ce que j'ai dit sur ces deux TD, eh bien là, vous allez pouvoir effectivement faire l'exercice 2, l'exercice qui s'appelle l'exercice sur l'équation de Reynolds. Donc ici, c'est un problème de mécanique des fluides, en fait, puisqu'on va chercher à savoir comment varie la pression, en fait, vous avez l'énoncé sous les yeux, j'espère, comment varie la pression donc, dans un patin qui présente un décrochement. Et donc, on a du lubrifiant entre la paroi sur laquelle il est supposé frotter et donc le patin. Et on a du lubrifiant. Alors, il ne va pas frotter exactement puisqu'il va servir en fait du lubrifiant comme un coussin de façon à ne pas abraser la paroi plane. Et donc, ce lubrifiant, quand il va rentrer dans le contact, ce qu'on appelle la rentrée dans le contact, c'est entre L sur 2 et L, eh bien, la pression va augmenter, enfin, elle va varier d'une certaine façon. Et donc, le but du jeu, c'est de déterminer cette fameuse pression P de X. Donc, ici, on a un problème plan. On suppose que ce problème plan va être infini suivant la direction perpendiculaire. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On suppose un comportement uniforme par rapport à la troisième dimension. Et ensuite, c'est quand même néanmoins un problème 1D dans le sens où on va simplement avoir la pression, donc une seule variable, en fonction d'une seule autre variable qui est x. Donc le but, c'est de trouver quel est le profil de cette pression P de x en fonction de x pour le domaine borné qui va varier de 0 à L. Alors, ce domaine, il est scindé en deux, avec L sur 2, parce qu'on a ce fameux décroché du patin, c'est-à-dire que le patin n'a pas la même hauteur par rapport à la paroi plate entre 0 et L sur 2 et entre L sur 2 et L. Donc, on vous donne la définition de h de x, cette hauteur. En fait, c'est une fonction donc définie par morceau. La fonction vaut h0 pour ce que je viens de dire et h1 pour l'autre partie. Donc, on vous donne les valeurs numériques, on vous donne la viscosité du fluide et surtout, ce qu'on vous donne maintenant, ensuite, c'est l'équation différentielle. Donc, celle-ci, en fait, qui a été obtenue par les équations de la mécanique des fluides, qu'il y a à résoudre. OK. Donc, si je reprends bien, en fait, ce qu'on est en train de me donner là, c'est la forme forte, la formulation forte de mon problème. Alors, je reprends. Alors, on va refaire, on va sortir un tout petit peu à l'instant des éléments finis et on va refaire ce qu'on vous a fait faire les fois d'avant pour vous montrer qu'il y a un lien en fait entre ce qu'on a fait avant, la coercivité, la mise sous forme faible, etc., et la méthode qui va derrière, c'est-à-dire l'utilisation de la forme faible qu'on va trouver, mais sur un espace vectoriel approché, V de H. Alors, le problème ici, si je résume, c'est qu'on va chercher P de X, la pression. Donc, c'est la pression du fluide, en fait, entre le patin et la paroi. Entre les deux pièces, donc entre le patin et la paroi. OK. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, paroi. Il y a un E à paroi ou pas? Non, il n'y a pas de E. Je ne sais pas pourquoi je voulais en mettre un. OK. Donc, la formulation forte, elle est ici. Il faut que P de X respecte moins H cube de X, P', qui est la dérivée de P par rapport à X, et le tout est encore dérivé par rapport à X, doit être égal à moins 6 mu U
de H' de X, et on a X qui est compris entre 0 et L, ça c'est mon domaine. Et puis on rajoute à ça des conditions limites de type Dirichlet, en disant que P de 0 est égal à P de L est égal à 0. C'est-à-dire que la pression à l'entrée du patin du fluide, la pression, c'est comme si le fluide était à l'air libre, ce qui est le cas. En fait, quand on dit air libre, ça veut dire que on prend la pression en fait, qui est égale à la pression atmosphérique, qui est égale à 0 si on retranche la pression atmosphérique. Et ça, c'est valable également à la sortie du patin pour la pression en L. Ça, c'est aussi égal à 0. Donc tout ça, vous connaissez déjà, ça c'est ce qui constitue la formulation forte. Donc, plusieurs moyens, encore une fois, de résoudre ce problème. Hein. Je peux très bien essayer de résoudre directement la formulation forte. Voilà, pourquoi pas. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être demandé à un moment donné dans l'exercice. Ou alors, je vais pouvoir utiliser la formulation faible. Alors, juste une petite remarque quand même. Donc, d'un point de vue physique, c'est ce qui est marqué. Hein. Mu, c'est la viscosité, qui est en pascal seconde. U, c'est une vitesse tangentielle. Le h de x, on l'a déjà défini. Et il faut faire attention parce que c'est une fonction qui n'est pas continue, donc c'est une fonction discontinue. Donc là, il va y avoir un petit problème quand même qu'il faut remarquer, c'est que h' de x ne peut se calculer qu'au sens des distributions. Donc il va falloir que vous vous souveniez ce que c'est qu'une dérivée au sens des distributions. OK. Une fois qu'on a posé ça, eh bien on attaque et on résout, on répond aux questions qui sont posées. Donc la première question, c'est mise sous formulation faible de ce problème. Encore une fois, il est crucial cet exercice parce que vraiment, on va du début à la fin de la chaîne élément fini. Sachant que quand vous allez utiliser un code élément fini, comme ce que vous avez fait en TP, quand vous utilisez COMSOL, en réalité, vous avez, à rentrer sous COMSOL, éventuellement, en fait, l'équation est déjà rentrée, c'est une équation générique, et ensuite, vous avez à l'adapter. Mais ce n'est pas vous qui mettez le problème sous forme faible, en fait, pas forcément. Donc, on y va. Donc, on a un premier espace vectoriel à définir, donc V0. Donc, c'est un espace de Hilbert de type H1, 0. Ça va être l'ensemble des fonctions test V qui vont être compris, qui vont être de type H1, 0 sur l'intervalle 0L, tel que V de 0 va être égal à V de L, qui va être égal à 0. Ça, c'est mon espace vectoriel V0. Mon espace des solutions, il s'appelle K. Solution que je cherche, c'est K. Et là, c'est un cas particulier. En fait, on a K qui est égal à V0, car on a que des conditions en limite de type Dirichlet. Donc, en fait, V0 et K sont confondus. C'est toujours le cas. Hein. Si vous avez uniquement des conditions de Dirichlet, vous avez toujours V0 qui est égal à K. OK. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire... faudrait que je mette des conditions de Dirichlet homogènes. Hein, parce que sinon, ce n'est pas compréhensible. Sinon, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions de Dirichlet soient égales à 0 et pas à une valeur. Si elles sont égales à une valeur, à ce moment-là, V0, K n'est pas inclus dans V0. OK. Donc, on y va. Donc, maintenant, on va affaiblir notre solution. Comment on fait? On multiplie par la fonction de test, la forme forte, et on l'intègre sur le domaine. Donc, ma forme forte, si je l'intègre sur le domaine, je vais intégrer de 0 à L. Donc, on y va. La forme forte, c'est celle-ci. H³ de X, P' de X, le tout dérivé multiplié par ma fonction de test, V de X, D de X, qui va être égal, donc mon second membre, à la même chose, l'intégrale de 0 à L, de moins 6 mu U H' de X, V de X, dx. Et ça doit être vrai, quel que soit V de X élément de mon espace vectoriel V0. OK, donc on va faire une intégration par partie.
Bon, je vais un peu vite parce que tout ça, on l'a déjà fait plein de fois. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, mon premier morceau de fonction, ça me donne h cube de x, p' de x, v de x, entre 0 et L. Et j'ai une autre intégrale qui vient de mon intégration par partie, qui est l'intégrale de 0 à L de h cube de x, p' de x, v de x. Et le tout doit être égal, j'ai oublié de mettre le dx là, excusez-moi, j'ai fait ça, dx, et le tout doit être égal à... C'est pas un v' de x dans l'intégrale. Non. Pourquoi ça sera un v' de x? Bah, on fait pas une IPP, du coup. Si, on fait une IPP, mais en fait, ma variable que j'ai dû prendre dans l'autre, c'est parce qu'en fait, le HQP', c'est ça en fait ma dérivée. Donc ouais. Normalement. Vu qu'on avait V dans l'intégrale de base, on ne devrait pas dériver V non. Et intégrer l'autre? Non. Ok. À revérifier, mais je pense que c'est bon ce que j'ai écrit là. Ou alors ça veut faire plusieurs années que je me trompe. Mais non, c'est bien V de X là. Vous regarderez ça comme il faut? Ouais. Après, il ne faut pas forcément le croire. Hein. Et le deuxième terme, bah, c'est pareil. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas, donc je l'écris toujours comme ça. Mais par contre, il va falloir que je m'en occupe. Parce que là, tel qu'il est là, il ne va pas me convenir. Voilà. Donc toujours, quel que soit V, élément de V0, bien sûr. Donc ça, c'est bon. Si vous regardez bien, donc en réalité, non, c'est forcément ça. Hein. Parce que ce terme-là, en fait, il se trouve que comme V est élément de V0, eh bien, je vais avoir V de L qui va être égal à V de 0 qui va être égal à 0. Et c'est ce qui va me permettre d'annuler ce terme. Après, je ne parlais pas de dans ce terme-là, je parlais dans le terme à droite. Dans le terme à droite, le terme à droite. Dans l'intégrale de 0 à L. Ouais, c'est pas possible que V non, c'est la gauche du égal. C'est la gauche. Avec le h cube p' v. C'est pas h cube p' v'? Bah non. Non, je crois pas. Comment dans une intégration par partie, il peut y avoir 3 fois le même terme qui apparaît? Ouais, c'est bizarre. C'est pour ça que non, vous avez raison, il y a une merde là. Mais je crois pas, moi, c'est dans ce terme-là. Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai oublié là. En fait, c'était pas ce terme-là, effectivement. Je pense que c'est là qu'il manque un prime. Ouais, c'était de celui-là dont je parlais. Ouais, mais excuse-moi, j'avais pas compris. Je croyais que tu me parlais de l'autre. Ok, ouais. Mais effectivement, là, j'ai une boulette là sur ma correction. Ouais, je corrige. Merci. Je suis d'accord avec vous. Je vais faire la même chose en fait pour le second membre donc de mon équation. Donc on va faire une IPP aussi pour le second membre. Non, en fait, j'ai regardé ce que j'ai écrit après. Effectivement, j'ai bien un V'. Donc là, je l'ai oublié. Développement du second membre, ici, en fait, donc on y va. Ça fait, je peux sortir en fait mes termes constants là qui ne dépendent pas de ma position. Ça fait l'intégrale de 0 à L de h' de x, v de x dx. Et là, pareil, je fais mon IPP et je vais trouver moins 6 mu u h de x, v de x entre 0 et L. Ben, vous vous doutez que ce truc-là, ça va s'annuler. Plus l'intégrale de 0 à L de 6 mu u h de x, v' de x dx. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. Et là, j'ai bien pensé à mettre la dérivée. Et donc ça, si je vais quand même vous le développer un tout petit peu parce que ça fait 6 mu u. Ensuite, je vais intégrer, ça va me donner l'intégrale. Le problème que je vais avoir, c'est que là, ce terme-là, il faut que je ne peux pas l'intégrer entre 0 et L en fait. Il faut que j'intègre entre 0 et L sur 2. D'accord? Parce que sinon, ça ne va pas marcher parce qu'il se trouve que H est discontinu.
Donc, je vais l'intégrer entre 0 et L sur 2. Et là, h de x, ça vaut h0. V' de x dx. Et l'autre morceau, bien, c'est l'intégrale entre L sur 2 et L. Et cette fois-ci, quand je vais avoir ça, c'est h de x, il va valoir h1. Donc là, j'ai h1 V' de x dx. Vous voyez là ce que j'ai fait ou pas? Et je ferme ça. Ça va? C'est bon pour tout le monde? J'ai simplement scindé mon intégrale en deux. Et pourquoi c'est H1 et H0? Pourquoi c'est pas juste H? Parce que, en fait, je te remets, peut-être, je vais le mettre là, car h de x égale h0 si x est compris entre 0 et L sur 2. Ok. Voilà. Et h de x égale h1 si x est compris entre L sur 2 et L. Voilà, c'est à cause de ça. C'est pour ça que j'ai divisé mon intégrale en deux. Ça va? Ensuite, du coup, on peut sortir tous les termes constants des intégrales, mais donc on en a. Donc ça, ce terme-là, ça va continuer à être égal à 6 mu u facteur de l'intégrale. Alors, en fait, c'est l'intégrale de finalement de V'. Donc, je vais sauter une étape. Hein. C'est H0, donc mon terme constant. Et la primitive, c'est directement V de x que vous allez prendre entre 0 et L sur 2, plus H1. Pareil, c'est l'intégrale. Donc, la primitive, c'est V de x, puisque c'est l'intégrale de V'. En fait. Donc, ça, c'est V de x que vous allez prendre entre L sur 2 et L. Voilà. Donc, si vous faites le calcul, à la fin, il va vous rester simplement 6 mu u. Vous allez avoir H0 moins H1, le tout facteur de V, mais uniquement au point L sur 2. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est mon second membre. Alors, en résumé, notre formulation faible, ça s'écrit trouver P de x, élément de K, tel que A de P de x, V de x égale L de V de x, quel que soit V élément de V0, avec ce terme-là, en fait, il est égal à mon premier membre, que je ne sais même plus où est-ce qu'il est passé. Il est égal à ça, là. J'y vais. Il manque un truc, là. Il manquait avant, déjà, le prime, là. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi, je le cherchais. Et ça, c'est ce que je veux. On duplique ça et on l'emmène là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour ma forme bilinéaire. Et mon second membre, L de V de x, c'est ce qu'on vient de calculer juste au-dessus. Lui, il faut ça. Voilà. C'est parfait. Donc là, à partir de là, je peux passer sur une formulation faible. Discrète. Donc, je vais avoir un autre espace vectoriel que je vais appeler V0H. Je vais avoir aussi, pareil, hein, sur K, H, etc. Bon, tous les autres, hein, ils sont tous sur H.
Et donc là, maintenant, ça va s'écrire trouver P de H de X, élément de V0H, tel que A de PH VH est égal à L de VH, quel que soit VH élément de V0H, avec A de PH VH qui va être égal à l'intégrale de 0 à L de H cube P' H V' H dx et L de VH qui va être égal à 6 mu H0. Oula, gros plantage. Oula là. Où est-ce qu'il est passé? Je crois qu'il en a marre. Oh, mais j'ai carrément tout perdu ce que je viens d'écrire. Vous êtes quel groupe? Vous êtes les Y12? Ouais. Alors, c'est peut-être normal que j'ai tout perdu. J'étais pas sur le bon groupe. Voilà, ouf. Désolé, la technique a eu un petit défaut. 6 mu, on y va. 6 mu, facteur de H0 moins H1. V de H, mais uniquement en L sur 2. Voilà. Vous êtes toujours le résumé de la forme faible, là? Je suis dans la forme faible discrète cette fois-ci. Donc, je suis là, formulation faible discrète. Et avant, c'était la formulation faible classique. C'est la même, hein, c'est normal, hein, c'est exactement la même. Et on peut montrer qu'effectivement, on n'aura pas forcément une solution exacte. Hein, on va avoir une solution approchée, mais ça sera la meilleure qu'on puisse avoir, en fait, dans l'espace V0H. Donc, juste pour rappel, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VH de X va s'écrire, par exemple, somme pour I égale 0 à N. Ça, c'est mon nombre de nœuds, en fait, c'est mon numéro de nœuds, de VH de XI. Ça, ce sont les valeurs de ma fonction test au nœud XI fois phi I de X. D'accord? Et ça, en fait, c'est avec, par exemple, soit les fonctions P1, soit P2. Donc là, on va commencer avec P1 hein, pour commencer. Et puis, j'ai oublié de mettre dans la fonction, je ne vous ai pas redéfini V0 de H, mais enfin bon, c'est bon, ça vous l'avez. Et puis pareil, je vais avoir en fait PH de X, qui va être la somme pour I égale 0 à N, des PH de XI, phi I, de X. Donc c'est là où effectivement, je vais avoir des fonctions donc, qui vont m'engendrer mon espace vectoriel VH, qui vont être des fonctions donc continues par morceaux, qui seront toutes égales à 0 en dehors du XI, et sinon qui vont être égales à delta IJ lorsqu'elles seront sur le nœud J. OK. Je pense que... Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que vous voulez qu'on continue un tout petit peu? Ça peut aller assez vite en fait, donc c'est un peu vous qui choisissez à ce niveau-là. Normalement, je m'arrête à moins 10, mais je peux m'arrêter pile à l'heure. Je vous écoute. J'ai l'impression que ceux qui avaient envie de partir sont partis. Donc, ceux qui restent, je continue. Donc, ça, c'était la première question, en fait. Formulation faible. Et là, deuxième question. On va commencer le maillage P1. Donc, je vais juste dessiner le maillage, hein, histoire que vous ayez l'énoncé du problème. Donc là, c'est moi qui choisis, en fait, la façon de mailler ma structure. Et là, je vais faire en sorte d'avoir 4 éléments et je vais faire exprès pour avoir 5 nœuds de façon à pouvoir mailler ma discontinuité.
avoir un nœud sur ma discontinuité. Donc après, on verra ce qui se passe si on n'avait pas ce nœud sur la discontinuité, mais pour l'instant, je vais mailler directement sur ma discontinuité. Donc là, j'ai mon domaine, en fait, donc ça, c'est mon abscisse X qui est là. Donc j'ai un nœud ici, ça c'est X0 qui vaut 0. Je vais aussi m'arranger pour mettre des nœuds avec un maillage régulier. Donc ici, je vais avoir X1 qui va être égal à L sur 4. Là, je vais avoir le nœud où j'ai mon saut, donc ça c'est X2 qui est égal à L sur 2. J'ai un nœud au milieu de mon domaine qui est X3 qui va être égal à 3 sur 4 L. Et le dernier, ici, X4, qui va être égal à L. Voilà, donc ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Voilà, et au niveau des éléments, je vais avoir donc l'élément 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Donc, je vais avoir en tout et pour tout 4 éléments. Les nœuds sont équidistants ici. Et donc, ça veut dire que mon xi plus 1 moins xi va être égal à toujours la même valeur que j'ai appelée h tout à l'heure, qui s'appelle L sur 4. Donc, j'ai un maillage régulier. Donc, ça va forcément me simplifier la vie. Et donc, encore une fois, ce que j'ai appelé ici, alors ça, c'était le nœud, comment je l'ai appelé celui-là? Ça, c'est le nœud N0, ça, c'est le N0, le N1, le N2, le N3 et le N4. Le nœud, en fait, N2 prend en compte la discontinuité. C'est ce qu'on vous demande au début. Sinon, ça complexifie un petit peu les calculs. Voilà. Donc, la prochaine fois, on fera le calcul des matrices de raideur élémentaires. Alors, vous pouvez l'entamer, ce calcul, pour voir si vous avez compris ce que je vous ai expliqué la première fois. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui et j'arrête l'enregistrement.